Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Françoise Larreur, la présidente de la Fondation Massif, fondation d'entreprise dotée d'un budget d'un peu plus de 3 millions d'euros qui s'engage notamment dans l'économie sociale et solidaire. Le débat de notre émission, il porte sur les impacts du réchauffement climatique sur la santé, les conditions de travail dans la filière viticole, comment travailler en période de canicule, de forte chaleur, et puis aussi comment l'association Vignerons en développement durable s'engage pour faire évoluer leur métier. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai REMA. C'est une plateforme spécialisée dans le matériel médical de seconde main. Économie sociale et solidaire, viticulture, santé, 3 univers et 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Françoise Larreur, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc la présidente de la Fondation Massif, créée en 1993 et dotée d'un budget de 3,4 millions d'euros. Quel est le rôle, quelle est la mission de la Fondation Massif ? Alors vous venez de le dire, la Fondation Massif a 30 ans cette année. Nous l'avons fêté le 15 novembre, mais aussi tout au long de l'année 2023. Alors nous sommes une fondation qui agit, la Fondation Massif agit sur l'innovation sociale dans les territoires pour apporter des réponses à des besoins non couverts en matière de mobilité, de santé, d'habitat et de finances solidaires. Et donc c'est une fondation qui est atypique ou original dans le milieu des fondations, c'est que nous intervenons vraiment à l'émergence des projets que l'on détecte sur les territoires. Donc on a vraiment un véritable travail de proximité avec les citoyens sur les territoires, les citoyens qui se mobilisent, avec les acteurs du territoire, pour justement... donc on intervient à l'émergence. Une fois que l'action innovante se traduit en action concrète, nous accompagnons cette structure et nous allons jusqu'à l'aider à son développement, à son changement d'échelle, voire à son essaimage sur d'autres départements, d'autres régions ou sur l'ensemble du territoire. Du territoire national. Ça suppose un maillage territorial assez fin. Comment ça fonctionne ? Comment les projets remontent jusqu'à vous, en quelque sorte ? Alors nous avons cette particularité d'avoir un ancrage territorial très fort. C'est-à-dire que nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain avec une équipe de chargés de mission. Nous avons 10 chargés de mission sur l'ensemble du territoire qui connaissent bien le territoire parce que de fait de notre expérience, qui connaissent bien les atouts des territoires, connaissent bien leurs difficultés, qui connaissent aussi qui captent justement les besoins nouveaux qui s'expriment et donc et qui connaissent bien également aussi les acteurs du territoire. Et autant les financeurs que les collectivités territoriales, que les acteurs comme les chambres régionales, l'économie sociale et solidaire. Et donc, ils arrivent à capter ces besoins. Et c'est surtout ces associations de citoyens qui, parce qu'ils sont confrontés à un besoin, montent une association, montent un projet innovant pour apporter des réponses aux besoins. Et donc, ça nous permet justement d'avoir cette proximité avec les territoires et d'être connus et reconnus. Et donc, y compris les projets viennent facilement à nous. Donc sur les 4 thématiques que je vous ai citées. On pourra prendre quelques exemples. Donc on est vraiment au cœur de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des projets associatifs ou des projets d'entreprise ? Ça peut être l'un ou l'autre ? Non, la Fondation Massif... C'est uniquement des associations ? La Fondation Massif, une fondation, elle est au service de l'intérêt général. Donc on soutient des structures qui développent de l'intérêt général. Et donc c'est surtout les secteurs associatifs. On ne peut pas soutenir des entreprises, ni des SCOP, ni des coopératives. D'accord, même si elles sont dans cet univers de l'économie sociale et solidaire. Même si elles font un travail énorme, justement. Et parfois un travail pour l'intérêt général, d'ailleurs. Et bien sûr que le travail pour l'intérêt général, mais donc c'est surtout des structures associatives que l'on soutient et donc qui développent des projets qui apportent des solutions concrètes à ces besoins d'accès à la mobilité, d'accès à la santé, d'accès à un logement décent. Avec une orientation emblématique chaque année, c'est ça ? Alors c'était quoi en 2023 ? Ça sera quoi en 2024 ? Quelle est l'idée derrière ça ? En fait, en 2019, nous avons fait le choix d'avoir 2 orientations emblématiques.
La première, c'était sur les mobilités et l'accessibilité aux services essentiels, qu'on a fait de 2019 à 2021. D'accord. Et la deuxième, de 2022 à 2023, mais qui va se poursuivre un petit peu en 2024, c'est sur habiter durablement, habiter autrement pour mieux vivre ensemble. Et nous avons fait ce choix de mettre 50% de nos ressources sur ces deux orientations, parce qu'il nous semblait important d'inscrire une dynamique dans le temps, c'est-à-dire de prendre le temps d'expérimenter avec d'autres acteurs des projets communs autour des mobilités solidaires, des mobilités durables, de la mobilité inversée aussi, c'est-à-dire de dire quand la personne ne peut pas accéder au service, c'est le service qui va à elle. Donc c'est les épiceries itinérantes, c'est les camions de soins itinérants, voilà, c'est les bricobus itinérants avec les compagnons bâtisseurs, par exemple. Donc ça, c'est donc d'expérimenter, de regarder comment ces expérimentations, elles apportent des choses utiles à la transformation des territoires et utiles aux citoyens, et en particulier aux citoyens les plus fragiles. Ça nous permet de capitaliser et donc de regarder c'est quoi les freins, c'est quoi les atouts, qu'est-ce qu'on peut faire pour que d'autres puissent se saisir. D'où l'importance de la durée, quoi. D'où l'importance ça peut pas être 3 mois, quoi. Ça peut pas être 3 mois. Sur les mobilités, on a fait ça pendant 2 ans et demi. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus sur les mobilités. Oui, puisque vous nous l'avez dit, et vous travaillez aussi sur la santé et la finance solidaire. C'est pas parce qu'il y a deux orientations emblématiques que vous ne travaillez pas sur le reste. On a fait ces deux focus parce que ça nous permet vraiment de capitaliser, de donner plus de visibilité à ces questions d'accès à la mobilité, par exemple, d'accès aux services essentiels à travers différents types de mobilité, différents types de mobilité accessibles au plus grand nombre, et d'abord accessible aux personnes les plus fragiles. Alors, je peux vous citer un exemple. Oui, alors c'est ce que j'allais vous demander, un exemple. Que je trouve assez extraordinaire, mais il y en a plein à la Fondation. C'est le réseau des garages solidaires, par exemple. Nous avons soutenu, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, la création d'un garage solidaire qui s'appelle Apréva en Gironde, à côté de Bordeaux. Donc c'est un garage solidaire qui répare, remet en état des voitures qui leur sont données soit par des villes, soit par des collectivités territoriales, des administrations, des entreprises, des flottes de voitures d'entreprises, ou des dons de particuliers. Ils les remettent en état et ils les permettent de les mettre à la vente ou à la location pour lever les freins de mobilité à des personnes qui sont en recherche d'emploi ou en retour à l'emploi et qui n'ont pas les moyens de s'offrir ou de s'acheter une voiture ou de louer par une entreprise traditionnelle. Et donc ça a démarré à Bordeaux et c'est devenu un réseau, c'est ce que j'entends. Oui, ça a démarré à Bordeaux. Ils sont allés sur le Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, ils sont sur 43, il y a 43 garages solidaires sur 11 régions. Pas loin de 11 régions. Et ce qu'on soutient aujourd'hui à la Fondation, c'est la structuration de ces réseaux. Parce que c'est important de... Ça reste une association. Ça reste une association. C'est une association tête de réseau qui structure, fédère les garages solidaires, qui essaiment aussi des garages solidaires sur les autres territoires pour apporter justement des solutions de mobilité à ceux qui n'ont pas les moyens de trouver, d'accéder à une voiture. Et donc, ce sont des associations qui s'impliquent aussi, qui pensent transition écologique, donc ils travaillent aussi sur ces questions-là de mobilité durable. Donc, ils évoluent aussi vers l'apprentissage du vélo, la réparation de vélos, comme ils font de la réparation de voitures. Et souvent, ce sont des entreprises qui sont aussi des chantiers d'insertion ou des écoles d'insertion. Donc, ils forment aussi leurs salariés à de nouvelles qualifications ou à des qualifications futures pour leur permettre aussi de trouver un emploi plus tard. Alors, vous avez lancé le mois dernier, 15 novembre, je crois, l'opération La Belle Rencontre. C'est quoi La Belle Rencontre ? Alors, La Belle Rencontre, c'est un dispositif c'est une opération, en fait, budget participatif pour faire connaître auprès de nos délégués et représentants sociétaires, auprès de l'ensemble de nos 10 000 salariés, des 10 000 salariés de la Massif, mais aussi de nos 5,7 millions de sociétaires, ce que fait la Fondation, et de permettre à ces personnes, à tous ces salariés élus et sociétaires, de pouvoir rencontrer et vivre aussi et partager ce que font des associations sur le terrain, sur le territoire. Là, le thème que nous avons choisi, c'est l'habitat. Toutes les structures que nous avons soutenues depuis le début du quinquennat autour de notre thématique habitat, donc habitat durable, participatif. Donc il y a 30 projets qui sont prévus.
pour une subvention de 100 000 euros que l'on fait, donc on fait rencontrer les salariés, nos délégués et nos sociétaires à travers d'une plateforme que l'on a un peu piqué à Tinder, donc sous forme une plateforme dynamique, enfin de moments dynamiques en fait, rapides, où chacun peut cliquer, donner un coup de cœur à travers un clic à l'association qui lui paraît le plus proche de ses convictions, de ses attentes. Merci beaucoup Françoise Larreur et à bientôt sur Bismart. Merci d'être venue nous présenter la Fondation Massif. On passe à notre débat santé et réchauffement climatique au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Caroline Véran, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes fondatrice, directrice de Croissance Bleue. À vos côtés, Rémi Martin, bonjour. Bonjour. Le directeur général des vignerons de Buxy et le président des vignerons engagés, qui est le nom de votre association qu'on va présenter dans un instant. Mais d'abord, Croissance Bleue, Caroline Véran, c'est quoi ? Croissance Bleue, c'est une agence qui accompagne les organisations sur tous les enjeux RSE de développement durable. Oui. Une agence qui existe depuis 2018, mais moi je suis tombée un petit peu avant dans ces sujets-là, en amont de Paris Climat, donc considérant que ce qui se jouait sur ces enjeux-là était le sens de l'histoire, et donc l'agence accompagne les organisations et les filières sur tous ces enjeux avec 3 activités. Une activité qui consiste à aider les dirigeants à structurer des stratégies en cohérence avec leur business model et mettre en place des gouvernances. Donc on est vraiment sur la partie structuration de la stratégie. Un autre pan d'activité, une fois qu'on a une feuille de route et qu'on est solide sur les bases, on va accompagner les entreprises en fonction de leurs besoins sur la feuille de route en faisant de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de l'exécution de projets. Ça peut être sur des volets très techniques, environnementaux ou des volets sociaux, d'ancrage territorial. Enfin, vous savez, la RSE est tentaculaire, donc on essaye d'aller partout, soit en interne, soit en montant des équipes. Et puis, en 3e activité, on aide les entreprises à construire leur discours de preuve, que ce soit dans le cadre d'une labellisation, rédaction d'un rapport intégré, et bientôt le rapport durabilité, ou devenir entreprise à mission. Voilà, donc c'est assez vaste. Ouais, et ça, ce dernier point, il est très important, parce qu'on voit même des entreprises qui font des choses et qui n'osent pas en parler de peur de se faire attaquer sur les engagements et les actions qui ont été prises. Les vignerons engagés dans les titres, j'ai dit vignerons en développement durable, je ne sais pas pourquoi, mais vignerons, enfin ça se rejoint, vignerons engagés, c'est quoi ? Alors vignerons engagés, d'ailleurs vous n'étiez pas très loin, puisque notre premier nom était vignerons en développement durable. Vous voyez. Au moment où nous avions, en 2007, travaillé et créé un label qui, depuis, je dirais, est adossé à ISO 26000 et audité par un tiers, en l'occurrence AFNOR. Donc, je dirais, c'est le premier label RSE de la filière vin, de la vigne au vert. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans ces engagements ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le label, en quelque sorte ? Alors, on est typiquement dans les engagements du développement durable. Vignerons engagés, je dirais, travaillent sur les 3 piliers. Bien sûr, le pilier environnemental, mais le pilier social-sociétal. Et tout ça dans un pragmatisme économique, donc sur le pilier économique. Voilà, c'est vraiment la particularité, c'est qu'on intervient sur les 3 piliers de la vigne au vert. On va parler évidemment santé, c'est vraiment l'axe principal de ce débat, mais je voudrais quand même poser une question, parce que la santé des travailleurs, c'est aussi la question des produits qui sont utilisés dans la vigne, et c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas facile à trancher quand on est viticulteur. Est-ce que les vignerons engagés, ils font forcément du bio pour mettre moins de pesticides ? C'est quoi la philosophie ? Alors, on n'est pas obligatoirement bio pour être vigneron engagé, mais on peut être bio pour être vigneron engagé. Alors là, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue. C'est ça. Parce que le monde agricole, les pratiques agricoles ne s'inversent pas du jour au lendemain. Et je dirais, on est dans une évolution vertueuse et permanente. Voilà, on devance même la réglementation dans les engagements que l'on prend. Alors, on va parler donc de l'impact du réchauffement climatique sur la santé au travail dans ce secteur de la viticulture. Quelques éléments, c'est l'OIT qui nous donne ces chiffres. Au-delà de 33 degrés, un salarié perd jusqu'à 50% de sa capacité de travail. Et si on se projette vers 2030, les fortes températures devraient, vous le voyez, réduire de 2,2% le total des heures travaillées dans le monde. Caroline Véran, est-ce que alors là, on va avoir une démonstration que des entreprises s'en saisissent, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience ?
ou pas forcément, justement? Alors, sur ce sujet, sur l'articulation directe du réchauffement climatique sur le travail, la santé au travail, et donc l'enjeu pour les organisations, les entreprises de travailler ce sujet en particulier, non. De mon point de vue, il y a un retard au démarrage qu'on peut expliquer pour trois raisons. Le premier, c'est qu'en fait, il y a un biais mental qui fait que ce sujet de la santé, on sait très bien que quand il fait très chaud dans notre sphère privée, on sent que ça nous affecte. Donc, le CESE a fait une étude qui a montré ce décalage entre la perception que les gens dans la sphère privée ont de l'impact du réchauffement climatique sur leur santé, et de 80%. Et quand on pose la même question dans le monde du travail, ça descend très vite à 30-35%. Donc, en fait, on n'a pas la même lecture selon quand on est dans la sphère privée ou la sphère professionnelle. On est au travail, donc c'est normal de souffrir, quoi. Enfin, c'est ce que j'essaye de comprendre, ce biais, quoi. C'est souvent, et on retrouve cette dichotomie, en fait, qui est paradoxale dans de nombreux sujets, en fait. On ne raisonne pas de la même manière dans notre vie privée et dans le monde de l'entreprise. Et on sait très bien qu'avec ces enjeux de transition environnementale et sociale, il faut absolument décloisonner et faire de plus en plus de liens entre les deux. La deuxième raison pour laquelle les entreprises ont un petit retard au démarrage, de mon point de vue, c'est qu'il y a on parle énormément, et c'est tant mieux, du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, l'effort principal des entreprises se concentre sur la question de la décarbonation. Oui. Donc, il y a cet enjeu de mesurer son empreinte carbone, de définir une trajectoire bas carbone, de répondre aux accords de Paris Climat. C'est essentiel. Mais du coup, l'effort des entreprises se concentre sur ce volet-là et ne prend moins en compte l'impact du réchauffement sur la santé. Donc ça, c'est le deuxième. Vous en avez un troisième? Le troisième m'échappe. Ah ben c'est pas grave, il reviendra sur moi un peu plus tard. C'est toujours comme ça que fonctionnent les idées. Est-ce que vous voyez, vous, Rémi Martin, les effets de ce réchauffement sur les salariés, les ouvriers agricoles? Et j'imagine que oui. Et comment vous l'appréhendez? Alors on a vu et on est engagé dans toutes les réflexions par rapport au changement climatique. Et on l'a vu très rapidement, puisque le cycle de la vigne s'est décalé au fur et à mesure des années. On vendange de plus en plus tôt, quoi. Voilà, on vendange de plus en plus tôt. Donc on a pu trouver des solutions. Nos vignerons et leurs salariés ont trouvé des solutions pour les autres travaux de la vigne tout au long de l'année. Il nous reste un problème qui est plus complexe, mais c'est l'objet de cette réflexion, c'est la période des vendanges. Puisque, effectivement, la période des vendanges, on ne peut pas mettre les vendanges en pause. Quand le raisin est mûr... C'est vraiment un créneau, il faut y aller, quoi. Voilà, donc c'est surtout sur cette période que se cristallise, je dirais, la difficulté. Parce qu'il faut y aller, même s'il fait 35 degrés? Bien, non, pas complètement, parce que pour rentrer aussi des raisins de qualité, il faut les rentrer à une température assez faible. Alors pour ce qui est en vendange manuelle, eh bien, on ne peut pas commencer à vendanger avant le lever du jour, et il faut s'arrêter selon la température, eh bien, à 13h, à 14h. Et donc, il y a aussi un autre volet, nos travailleurs viennent, nos vendangeurs, aussi... pour faire des journées complètes de travail. Donc, il va falloir... et je dirais... Quels aménagements vous avez déjà mis en place ? Alors justement, ça a été plutôt des aménagements individuels faits par chacun. Si l'association Vignerons Engagés, je dirais, a décidé de s'emparer de ce sujet, et c'est d'ailleurs, ça a été décidé à l'unanimité lors de notre dernière conseil d'administration, qui était juste après les vendanges qui ont encore été marquées par un épisode, on va dire tardif de canicule, mais qui s'est trouvé en période de vendange. Et on a décidé donc de s'engager et d'en faire un projet 2024. Et c'est pour ça que la réflexion va s'engager. On souhaite associer le plus grand nombre de gens à cette réflexion, de façon à essayer, c'est la méthode Vignerons Engagés. On a la chance d'être des producteurs de toutes les régions viticoles, de partager des expériences, de partager des réflexions, pour trouver des solutions plus intelligentes. Et comment votre entreprise, comment Croissance Bleue intervient dans ce processus et finalement, quel conseil vous donnez à un secteur comme celui-là qui décide de prendre à bras-le-corps une thématique comme celle-là? Alors peut-être, je vais revenir juste un petit peu en amont, et c'est vrai que c'était un moment assez important, et pour l'agence et pour Vignerons Engagés. C'est que nous, ce sujet-là à l'agence, de l'articulation justement du climat sur le travail, c'est un sujet dont les entreprises s'emparent très peu. Et on avait cette volonté de porter ce sujet-là, et suite aux épisodes dramatiques qu'il y a eu cet été,
Oui, il y a eu des morts, on ne s'en souvient pas forcément, mais il y a eu des morts dans la Marne, il y a eu des morts en Beaujolais. Il y a des enquêtes sont ouvertes, et voilà. Donc, l'agence, moi, j'ai proposé, en fait, au conseil d'administration de s'emparer de ce sujet-là, en disant que, voilà, il était temps. Il était temps de traiter ce sujet véritablement. Et c'est ça qui est important, c'est que autant il peut y avoir des engagements diversifiés selon les piliers de la RSE, mais là, en l'occurrence, tout le monde s'est dit, OK, on va travailler. Donc, le rôle de Croissance Bleue était de mettre ce sujet sur le devant de la table et de convaincre les directions de venir s'en emparer et d'en faire une priorité stratégique. Et maintenant, sur le deuxième temps, la question va être alors, on a fait une première masterclass qui s'est jouée hier, d'ailleurs. C'est le premier acte de commencer à sensibiliser et à parler de ce sujet. Ensuite, on va les accompagner à lancer une grande enquête, parce que c'est tout l'enjeu, en fait. Vous posiez la question à Rémi est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place ? La question, c'est chaque filière a ses spécificités métiers, et qui plus est, dans le domaine de la viticulture, selon les territoires, on n'a pas les mêmes pratiques agricoles, et on n'est pas confronté aux mêmes enjeux. Et donc, le but est d'aller faire une grande enquête, d'abord quantitative et ensuite qualitative, pour aller récolter le maximum de données terrain, et d'essayer d'avoir déjà une première photographie extrêmement objective de quelle est aujourd'hui sur la filière vin, en prenant en compte les spécificités métiers et la granularité territoriale, qu'est-ce qu'on peut retirer comme données, et collectivement être d'accord sur ce constat et de se mettre collectivement d'accord avec Vignerons. Et le but, c'est aussi d'embarquer les autres parties prenantes de la filière, dire comment on est prêt à changer l'organisation du travail. Ça veut dire que dès l'été prochain, pour les prochaines vendanges, il y aura des modifications? C'est votre objectif? Alors, comme le disait Caroline, on a commencé par la première masterclass. L'enquête terrain et, je dirais, quantitative en ligne va se dérouler au cours du premier trimestre. On bâtira un plan d'action et on espère pouvoir engager quelques actions concrètes dès les prochaines vendanges. Dès les prochaines vendanges. Est-ce qu'il y a des vignerons qui sont un peu... bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la priorité? Non, je crois que tout le monde... Il y a autant de façons d'appréhender ces questions que de vignerons, j'imagine. Donc, Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui aujourd'hui se pratique. Et aujourd'hui, je pense que c'est en réfléchissant ensemble qu'on peut trouver sans doute des solutions plus pragmatiques. Non, le vigneron, vous savez, le chef d'exploitation travaille avec son équipe, donc il est directement aussi concerné par les conditions de travail et le réchauffement. Il n'y a pas la tentation de la mécanisation face à ça? C'est-à-dire, bon, après tout, on va mettre des machines puisque c'est trop compliqué. Il y a tout un tas de tâches qui sont déjà mécanisées, mais certaines ne le sont pas. Et pour certaines, on n'a pas encore de solution technique. Voilà. Mais aujourd'hui, non, je crois qu'on va réellement s'impliquer là-dedans, puisqu'en plus, c'est vraiment un sujet transverse entre, d'un côté, notre pilier environnemental et notre pilier social-sociétal. Donc, on va emmener le plus grand nombre de personnes et on espère aussi, à travers notre enquête, recueillir l'avis de tous ceux qui ne sont pas encore membres de Vignerons Engagés. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Très vite, je voudrais 10 secondes. Dire effectivement, le sujet social, il est vaste et c'est un des enjeux, et il y a l'intérêt d'aborder différents enjeux sociaux dont la question de la santé au travail, mais la question aussi de l'attractivité des métiers, d'articuler les deux. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. On passe à la rubrique Smart Ideas. Smart Ideas avec Alexandre Elarouchi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le président de REMA, créé en juin dernier avec Boris Bentala et Christina Cardova. Et avec quelle idée? Racontez-moi. REMA, c'est parti d'un constat, d'une histoire familiale. Mes parents sont médecins, approchant de la retraite. Mon père me dit, on va devoir se séparer de mon matériel chirurgical. Est-ce que tu pourrais m'aider à le vendre? Et donc, je me renseigne un petit peu sur qu'est-ce qu'il existe pour finalement passer la main sur son matériel chirurgical. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de solution. Il y a des plateformes un peu généralistes, comme Le Bon Coin, enfin ce qu'on connaît, mais finalement pas de solution pour des machines biomédicales
médicales et chirurgicales qui finalement vont pouvoir trouver une seconde vie dans un cabinet d'un jeune médecin ou dans un nouvel établissement, un nouvel hôpital. L'économie circulaire appliquée au milieu médical, ça n'existait pas. Donc, vous créez quoi? Parce que c'est quoi les contraintes quand on se décide Enfin voilà, c'est pas n'importe quel matériel, évidemment. Alors, déjà, c'est un matériel qui est réglementé, donc oui. on a beaucoup de contraintes au niveau de la réglementation, au niveau, par exemple, des germes. Bien évidemment, une machine, elle doit être complètement désinfectée. Il y a, pour certaines machines, c'est assujetti à une autorisation. Est-ce qu'elles peuvent partir d'un médecin A vers un médecin B ou d'une clinique A vers une clinique B? Donc, il y a parfois des contraintes réglementaires selon la catégorie de la machine. Et donc, ensuite, il faut aussi avoir un peu un carnet d'entretien, un peu comme un avion ou en tout cas comme un robot, savoir pendant combien d'heures elle a fonctionné, combien de cycles finalement ont été appliqués à cette machine. Et puis, il y a un élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle la matériaux-vigilance, c'est que cette machine garde le marquage CE, les normes donc CE, de façon à pouvoir continuer à être utilisée et respecte la matériaux-vigilance, qui est un élément clé dans la responsabilité juridique au niveau de la santé. Qui sont vos clients? Des cliniques privées, des hôpitaux, des médecins? C'est très vague. Nos clients, ça peut être des cliniques, des hôpitaux, des médecins libéraux, des groupes de cliniques, des fondations qui gèrent des EHPAD, par exemple. En fait, donc des institutionnels. Ça va être très divers. Et nos fournisseurs, entre guillemets, puisque c'est une plateforme, ça va être des médecins qui, par exemple, peuvent partir en retraite. Mais ça peut être aussi des revendeurs qui sont spécialisés par branche de métier, comme le dentaire, l'ophtalmo, la dermato, l'anesthésie. Voilà, de toutes ces spécialités. Votre modèle économique, c'est vous prenez une marge sur la transaction entre les uns et les autres, c'est ça? Alors, pas vraiment. Non. On prend une marge, mais une petite marge. D'accord. Là, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'impact et un petit peu de l'éthique, c'est assez personnel. Mais je considère que prendre une marge sur un flux de machines, alors que finalement cette machine a été financée par l'argent public, puisque que ce soit chez un médecin, dans un hôpital, dans une clinique, c'est grâce à l'argent public qu'on fait fonctionner cette machine et donc on a pu la financer. Je trouve que c'est un peu cynique de prendre une marge et de fonctionner comme ça. Donc non, on prend une toute petite marge, mais cette marge est capée. Donc la marge est de l'ordre de 10%, mais elle est capée à 1 000 €. Ce qui fait que si on vend une machine à 20, 25, 40 000 €, notre commission sera que de 1 000 €. D'accord. Donc, je vous laisse imaginer qu'on est parfois sur des machines qui valent 100 000 €. Donc ça représente 1%, donc c'est marginal. Par contre, on va plutôt gagner notre vie en vendant des services à côté. Et notre métier est de donner accès à une information, de créer de la liquidité sur le marché de la seconde main dans ce secteur d'activité et de venir y associer des services pour que ça soit finalement aussi facile pour les acheteurs et les vendeurs que du matériel neuf, que ce soit un environnement très sécurisant, très fiable. Et donc on va vendre des services comme des livraisons express, des services de garantie. On applique des garanties qui peuvent aller jusqu'à 2 ans sur les machines. On va gagner notre vie sur les garanties. On va aussi proposer des services de financement et des services de maintenance. Parce que le sujet, quand on a un respirateur en anesthésie, c'est qu'il y ait une garantie de maintenance et de pièces pendant 5 ans. Donc c'est sur ces services-là qu'on va gagner notre vie. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Rema et bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat à la programmation et à la production. Marie qui part vers de nouvelles aventures. Merci d'avoir participé à cette émission. Angèle Jean-Girard à la réalisation, Thibaut Goury-Lafont pour le son. Belle fin de journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.